Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc comme promis, je vais maintenant vous parler du lemme des noyaux. Donc c'est un résultat que je trouve absolument génial et que j'ai hâte de vous partager. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vidéo? Eh bien tout d'abord, on va voir que on a déjà vu des exemples d'application de ce lemme des noyaux. Ensuite, je vais vous donner son énoncé, je vais vous faire sa preuve, je vais un tout petit peu le généraliser et nous allons voir les applications, ce qui est évidemment le plus intéressant. Donc je l'ai gardé pour la fin, vous êtes obligé de tout regarder. Allez, on commence tout de suite par un petit exemple. Prenons un projecteur, vous savez, c'est une application linéaire donc, qui va d'un espace E dans un espace E, qui, de telle sorte que si on prend une somme directe, E égale F plus G, alors la projection sur G parallèlement à F consiste à prendre juste la composante qui est dans G. C'est-à-dire si X c'est XF plus XG, eh bien pi de X c'est XG. Okay, et donc géométriquement, vous savez, ça correspond à prendre, vous savez, chaque vecteur là, et on peut le décomposer en un vecteur de G plus un vecteur de F, eh bien on ne garde que le vecteur de G. Donc là, les vecteurs bleus sont projetés, hop, sur G. Ok, vous vous rappelez, on a une vidéo sur les projecteurs, je vous incite à re-regarder si ce n'est pas clair pour vous, parce que sinon ça va être compliqué. Bref, eh bien, ce qu'on a vu, d'accord, c'est qu'un projecteur, il vérifiait pi au carré égale pi. Pourquoi? Parce que si on projette deux fois le même vecteur, en fait, ça ne change pas. C'est comme si on l'avait projeté qu'une seule fois. C'est-à-dire que si on prend la projection juste pour les vecteurs déjà dans G, c'est l'identité. Un vecteur de G n'est pas changé par pi. Ok? Eh bien ça, on peut l'écrire P de pi égale 0, c'est-à-dire qu'il y a un polynôme annulateur de du projecteur pi. Simplement, c'est quoi le polynôme? Regardez, c'est x carré moins x. D'accord? Parce que x carré égale x. Pi carré égale pi, donc x carré moins x est un polynôme annulateur de pi. Alors, astuce, ce polynôme-là se factorise. C'est x fois x moins 1. Vous me dire, et alors? Eh bien, en fait, regardez bien. On sait que, pour un projecteur, f, c'est le noyau de pi. Effectivement, ce sont les vecteurs qui sont envoyés sur le vecteur nul. Normal. Vous voyez, si je suis dans f, c'est xf plus vecteur nul. Donc, le projecteur, c'est ça. Et g, vous le savez aussi, c'est l'image de pi. Ok? Mais, si on y réfléchit un petit peu, aussi, c'est-à-dire si on essaye de diagonaliser pi, ok, ça c'est le noyau, mais en fait, ça, ce sont les vecteurs invariants. Si un vecteur est dans G, il est laissé invariant, et un vecteur qui n'est pas dans G ne peut pas être laissé invariant. D'accord? Parce que s'il y a quelque chose ici qui n'est pas nul, on l'enlève, donc ça ne peut pas être le même vecteur à l'arrivée. Donc, G est aussi exactement l'ensemble des vecteurs invariants, c'est exactement donc ker de pi moins identité, c'est exactement ça les vecteurs fixes par pi, ou c'est aussi l'espace propre associé à la valeur propre 1, vous savez, mais voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Donc là, vous savez bien, donc la valeur propre c'est 0 et 1, et il y a deux sous-espaces propres qui sont en fait F et G, d'accord? Et donc, on a que si une application linéaire vérifie ça, ça signifie donc qu'elle vérifie ça, donc que c'est un projecteur, alors on a vu dans la vidéo sur le projecteur que si on avait ça, alors E était en somme directe F plus G, était en somme directe ker de pi plus sim de pi, mais je peux l'écrire comme ça, donc E est en somme directe ker de pi plus ker de pi moins identité. Donc ce théorème, on l'a démontré, d'accord, dans les projecteurs, mais regardez bien ce qu'il dit. C'est-à-dire, j'ai une factorisation là d'un polynôme pi rond pi moins identité qui vaut l'application nulle. Alors regardez l'espace, c'est égal en somme directe au noyau de la première plus le noyau de la seconde. Serait-ce une coïncidence ou pas? Vérifions tout de suite avec les symétries. Donc les symétries, je vous rappelle ce que c'est. C'est pareil, il faut une somme directe, f et g, et donc la symétrie par rapport à g parallèlement à f consiste à, quand on a une décomposition xf plus xg, à lui associer moins xf plus xg. C'est-à-dire que donc, si on a x ici, le vecteur g, là, cette composante-là, on ne la change pas, et cette composante-là, on la change en son opposé, donc autrement dit, on fait ça plus ça, et on appelle ce vecteur s de x, le symétrique de x. Ok? Et comme on l'a vu, les symétries sont caractérisées par le fait que elles sont des involutions, c'est-à-dire que S rond S, ça fait identité. S au carré, c'est identité, et c'est même caractéristique d'une symétrie. Une application qui vérifie ça est une symétrie. Et donc cette fois, voilà, S carré identité, de nouveau, on peut dire ça, finalement, c'est un polynôme annulateur de S, et cette fois, le polynôme, c'est x au carré moins 1, qui se factorise en x plus 1 fois x moins 1. Et, magique, rappelez-vous, donc G, là, c'est toujours l'ensemble des vecteurs invariants par la symétrie, c'est ker de S moins identité. Et cette fois, les vecteurs de f, ce n'est pas ceux qui s'envoient sur 0, c'est ceux qui s'envoient sur leur opposé. Donc c'est aussi des vecteurs propres, ce sont aussi des vecteurs propres, mais cette fois pour la valeur moins 1. Donc c'est ker de s plus identité, vecteur f.
Et donc finalement, le fait qu'on ait E égale F plus G, ça veut dire que si on a S carré égale entité, autrement dit si on a S plus identité rond S moins identité qui est égal à l'application nulle, alors E est en somme directe le noyau ker de S plus identité et ker de S moins identité. Et donc là, ça fait deux fois, grosse coïncidence, regardez, hein, je trouve un polynôme. Donc deux facteurs là, qui font que le produit des deux donne l'application nulle, eh bien, l'espace entier est la somme directe du noyau du premier et du noyau du deuxième. Eh bien, c'est ça, le lemme de noyau, d'accord. L'hypothèse qu'il faut, c'est que les polynômes là soient premiers entre eux, ok. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à l'énoncer joyeusement, hein. Si je prends donc un E, un K espace vectoriel, K est un corps commutatif, hein, vous pouvez imaginer R ou C, il n'y a pas de souci, et une application linéaire F, eh bien, si je prends deux polynômes, donc un coefficient dans K, qui sont premiers entre eux, hein, je vous rappelle, ça veut dire que leur PGCD est égal à 1, okay, ils n'ont pas de facteur en commun à part 1, hein, enfin à part les constantes, alors, le noyau de l'application PQ de F, ok, vous voyez ce que ça veut dire, PQ de F c'est un polynôme en F, P fois Q c'est un polynôme, PQ de F c'est un noyau, eh bien il se décompose en somme directe, noyau de P de F plus noyau de Q de F. Ok, donc si, en particulier, évidemment je vais le redire après, mais si PQ est un polynôme annulateur, donc si j'ai un polynôme annulateur qui se factorise en deux parties, deux polynômes premiers entre eux, alors l'espace tout entier, parce que le noyau de PQ du coup c'est l'espace tout entier, hein, si ça c'est l'application nulle, c'est égal à la somme directe des deux noyaux. Ok? Donc voilà. Bon, alors, allez, on va s'attaquer à la preuve de ce petit résultat, parce qu'a priori c'est pas clair. On veut montrer que deux ensembles sont égaux, bon, on va démontrer qu'on a une double inclusion, hein, méthode classique, on va démontrer que l'un est inclus dans l'autre, l'autre est inclus dans un. Alors, il y en a une qui est plus facile des deux, c'est celle-là. D'accord, je pense que ce qui est le plus simple, si je prends un élément qui s'écrit donc comme somme d'un élément du noyau de P de F et d'un élément du noyau de Q de F, on va voir qu'il est forcément dans le noyau de PQ de F. Ok? Alors allons-y, donc prenons X qui est comme ça, dans cette somme de ces deux sous-espaces. Alors ça existe forcément, hein, quel que soit F, quel que soit polynôme P et Q, ces sous-espaces existent. Ok? Et donc, si X est là-dedans, ça veut dire qu'il s'écrit X1 plus X2. Alors en l'occurrence, le fait que la somme soit directe, c'est même qu'il existe une unique façon, mais pour le moment là je m'en moque, même s'il y en a plusieurs, je vais montrer qu'il est forcément dans ça. Hein. Ok, et donc avec X1 qui est dans ker de P de F, donc P de F de X1 égale vecteur nul, et X2 qui est dans ker de Q de F, donc Q de F de X2 qui est égal au vecteur nul. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais calculer PQ de F de X. Mais PQ de F de X, vous le savez, d'après ce qu'on a vu sur les polynômes d'endomorphisme, hein, c'est P de F rond Q de F de X. Donc c'est P de F rond Q de F de X1, puisque c'est l'application linéaire, plus P de F rond Q de F de X2. Parce que une application linéaire de X1 plus X2, c'est l'application linéaire de X1 plus l'application linéaire de X2. Ok, bon alors jusque là tout va bien, mais alors déjà ce bout-là, Q de F de X2, ça fait vecteur nul. Donc P de F du vecteur nul, ça fera forcément le vecteur nul. Alors c'est-à-dire, par contre, à Q de F de X1, je ne sais pas. Oui, mais grosse astuce, vous savez bien que P de F fois Q de F de X1, justement, c'est PQ de F de X1, mais PQ égale à QP. Hein, j'ai bien insisté là-dessus dans la vidéo précédente. Ça fait aussi Q de F, rond P de F de X1. Mais P de F de X1, c'est aussi le vecteur nul. Donc là, P de F de vecteur nul, comme je vous l'ai dit, ça fait vecteur nul, ça fait vecteur nul. Donc ça fait finalement Q de F du vecteur nul. Là, une petite faute de frappe, hein, c'est un Q, vous avez compris. Bon bref, plus vecteur nul, ça fait vecteur nul. Donc finalement, on a bien que X appartient à ker de PQ de F, et donc j'ai bien montré l'inclusion, que cette somme de ces deux sous-espaces vectoriels est incluse dans celle-là. Alors c'est pour l'autre que c'est plus dur, parce que on est là, vous voyez bien, c'est évidemment que c'est plus compliqué. Pour quelque chose qui annule PQ de F, il va falloir le décomposer en somme de deux choses. Comment on va pouvoir trouver cette somme de trucs? C'est là, comment on va pouvoir faire ça? Et puis en plus, il y a une autre subtilité, enfin, il y a une astuce quand même, c'est que dans ce qui précède, là, j'ai absolument pas utilisé le fait que P et Q étaient premiers entre eux. Donc c'est là que ça va servir. Hein, je vous incite toujours à essayer de voir où servent les hypothèses dans la démonstration d'un théorème. Pour le moment, je n'ai pas du tout utilisé. Alors qu'est-ce qu'on sait pour deux polynômes premiers entre eux? Eh bien, comme pour deux nombres premiers entre eux, je ne sais pas si ça vous fait tilt, on connaît un théorème fantastique, c'est le théorème de Bézout. Le théorème des Bézout, je vous rappelle, il y a une vidéo dessus hein, que je vous incite fortement à regarder si ce n'est pas déjà fait ou si vous n'êtes pas au point avec ce théorème. Bref, je vais essayer de mettre un lien là-haut dans la description. Enfin, bref. Il dit la chose suivante. Si on prend deux polynômes, donc à coefficient dans K, qui sont premiers entre eux,
alors c'est même plus que ça, c'est même une équivalence, ils sont premiers entre eux, si et seulement si, on peut faire 1 avec eux, autrement dit, une combinaison linéaire entre guillemets de P et Q peut donner 1. Il existe deux polynômes, je ne dis pas combinaison linéaire parce que ce n'est pas des constantes, ce n'est pas des éléments de cas, c'est des polynômes, hein, donc ce n'est pas vraiment une combinaison linéaire, mais c'est juste pour se rappeler, pour essayer de mémoriser, quoi. Donc on peut écrire UP plus VQ égale 1. Ok? Donc voilà, ça c'est équivalent à ça. Okay, alors, au début, on ne voit pas forcément le rapport avec notre problème. Donc, on va l'expliciter. Prenons donc maintenant deux polynômes UV, là, pour les polynômes P et Q de l'énoncé, hein, je vous rappelle, on a ker de PQ de F, ça, donc je prends les polynômes P et Q de l'énoncé qui sont premiers entre eux, donc je choisis un polynôme U et un polynôme V, tel que ça. Il y en a plusieurs, hein, donc j'en prends un, ok, bon. Un couple UV qui marche. Ok, alors je remplace, maintenant, j'ai un polynôme, une égalité entre polynômes, je peux prendre ces polynômes de F égale ce polynôme de F. Donc le polynôme 1 de F, ça fait identité, jusque-là tout va bien, et puis là, donc ça fait U de F, P de F, plus V de F, Q de F, puisque UP, le tout de F, vous savez bien que c'est U de F, rond P de F, etc. Bon, bref. Voilà, et donc une fois que j'ai ça, fantastique, parce que si j'applique tout ça maintenant à un vecteur X, bah ici j'obtiens X, l'identité de X c'est X. Et donc j'obtiens que pour tout X de E, X c'est égal à PF de UF de X plus QF de VF de X, hein, parce que ça, vous savez bien que je mets dans l'ordre que je veux, hein. Ça commute P de F de U de F, c'est U de F de P de F, c'est la même chose. Ok, donc voilà, donc je suis hyper content parce que j'ai réussi tout vecteur X à décomposer en une somme de deux trucs. Et donc vous me voyez venir, le premier je vais l'appeler X1, le deuxième je vais l'appeler X2, et je vais montrer maintenant que le premier est dans le noyau de Q de F et que le deuxième est dans le noyau de P de F. Et c'est pas très dur, on va d'abord montrer que X2 est dans le noyau de P de F, donc pour ça je calcule P de F de X2, et donc P de F de X2, c'est P de F de Q de F de V de F de X. Je remplace. Mais tout ça, je fais absolument dans l'ordre que je veux. Donc finalement, je peux dire que c'est VF de P de F de Q de F de X. Mais P de F de Q de F de X, c'est pareil que PQ de F de X. Vous savez bien, puisque hein, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, sur les polynômes d'endomorphisme. Et donc finalement, j'obtiens que c'est V de F de PQ de F de X. Oui, mais X, justement, il est dans ker de PQ. Hein, c'est le principe. C'est ça que je veux montrer qui est égal à la somme directe des deux. Donc PQ de F de X, par définition, c'est vecteur nul. Donc V de F du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Et donc j'ai bien que X2 appartient au noyau de P de F. D'accord? De la même façon, avec le même raisonnement, vous montrez que Q de F de X1, c'est le vecteur nul. Pourquoi? Parce qu'il y a P de F dessus, dedans. Donc vous voyez, Q de F de ça, ça va faire 0 aussi. Voilà. Vecteur nul aussi, quoi. Et donc je vois que j'ai bien démontré que ker de PQ de F, c'était inclus dans la somme ker de P de F plus ker de Q de F. Ok? Et donc, en fait, j'ai égalité du coup entre les deux, parce que j'ai l'inclusion dans les deux sens. Il reste juste à vérifier que la somme est directe. D'accord? Qu'il y ait bien unicité de ces choses-là, qu'il n'y a pas d'autre façon de décomposer l'espace comme ça. Et donc, il faut que je regarde l'intersection des deux ensemble. Vous le savez. Donc, voilà, donc j'ai mon x qui s'écrit donc comme ça, et je vais regarder si x appartient à ker de f, intersecté avec ker de q de f. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Donc, si x est dans ker de p de f, du coup, ça fait uf de vecteur nul. P de f de x est égal au vecteur nul. Mais x est aussi dans le noyau de q de f. Donc q de f de x est aussi égal au vecteur nul. Donc ça fait v de f plus v de f du vecteur nul. Vecteur nul plus vecteur nul, ça fait vecteur nul. Donc si x est bien dans l'intersection des deux, il est forcément égal au vecteur nul. Ceci prouve que la somme ker de p de f plus ker de q de f est une somme directe, et donc que j'ai bien cette égalité-là. Et voilà, c'est tout pour la preuve. Donc l'argument essentiel, vraiment, si on vous demande, je ne sais pas, un oral d'agrègue ou de quelque chose, comment on démontre déjà le lemme des noyaux? Bézout. Vous dites Bézout, ça passe. On sait que vous savez. Oui. C'est le mot magique. Hein. D'accord? Donc voilà. Et donc, application, que j'ai dit, qu'on a vu dans les exemples précédents, la symétrie, projecteur, etc. Hein, si PQ est un polynôme annulateur, si PQ de f est égal au vecteur nul, et bien du coup son noyau c'est E tout un espace, donc l'espace tout entier s'écrit ker de P de f plus ker de Q de f, et donc ça généralise en fait exactement ce qu'on vient de voir sur les projecteurs et les symétries pour n'importe quel polynôme annulateur. Et il se trouve que, comme on l'a vu en dimension finie, il y a toujours des polynômes annulateurs. Hein. Donc si on sait les décomposer, on trouve des propriétés comme ça qui sont très très sympathiques. D'accord? Donc je vais vous en parler tout de suite. Hein. Bref. Alors, voilà, donc c'est très sympa, mais à quoi ça sert? C'est justement ce que j'avais prévu de vous en parler maintenant. Mais alors avant de parler des applications, je voudrais juste généraliser un tout petit peu, c'est pas bien compliqué, c'est juste dire, si j'ai un polynôme qui se décompose en plus que deux facteurs premiers, ce qui va être souvent le cas d'un polynôme annulateur, il n'y a pas de raison qu'il se décompose qu'en deux facteurs, vous voyez,
si donc j'ai P1, P2, Pk, des facteurs qui, alors attention, ne sont pas globalement premiers entre eux, hein, qui sont premiers entre eux 2 à 2. À chaque fois, P1 et P2 sont premiers entre eux, P2 et P3 sont premiers entre eux, P3 et P1 sont premiers entre eux, etc. etc. Alors si j'ai ça, eh bien, le noyau de ce produit est égal à la somme directe de tous ces noyaux. Alors la preuve est relativement simple, puisqu'on va faire par récurrence, parce que si P1 est premier avec P2, avec P3, avec tous les autres, il est premier avec le produit P1, P2, Pk, et donc je peux utiliser l'm de noyau au couple P1 et produit de P2 à Pk, et donc le noyau de P1 fois le produit P2Pk de F, c'est la somme directe du ker de P1 de F plus ker du produit de P2Pk de F. Okay, et du coup maintenant, je vais faire appliquer le résultat à celui-là, d'accord, par une petite récurrence relativement évidente. Hein. Ça fait ker de P2 de F plus ker du produit de P3 jusqu'à Pk de F, et ainsi de suite. Okay, donc voilà, je n'ai pas écrit tout le détail de la récurrence, je pense que c'est assez intuitif pour tout le monde. Donc, on a une généralisation, en plus, c'est mieux que ça, voilà, quand on décompose en fait en produit de facteurs irréductibles notre polynôme, eh bien, annulateur, eh bien, E, c'est la somme directe de tous les noyaux des composantes irréductibles du polynôme du départ de F, quoi. Ok, et là, ça c'est chouette, on va voir des applications tout de suite. Donc, on rappelle tout d'abord hein, qu'un polynôme est scindé si c'est un produit de polynôme de degré 1. Par exemple, un polynôme comme ça, x moins 1 au cube, 3x plus 2, 4 moins x au carré, vous voyez, ça c'est un polynôme qui est scindé. Okay, hein, quitte à mettre les constantes en facteur, c'est un produit de x moins ai puissance quelque chose. Okay, alors si un polynôme est scindé, hop, donc je prends un espace vectoriel de dimension finie, eh bien f est diagonalisable si et seulement si il existe un polynôme annulateur de f scindé et à racine simple. Alors on avait déjà vu dans la vidéo précédente que si f est diagonalisable, alors il existe un polynôme annulateur de f scindé à racine simple, simplement le produit de x moins lambda i, où lambda i sont les valeurs propres. Mais là, on peut faire la réciproque, d'accord, grâce au lemme des noyaux. Donc je vous explique ça tout de suite. On sait que f est diagonalisable, c'est seulement s'il existe des valeurs alpha 1, alpha p, donc les valeurs propres, telles que l'espace soit la somme directe des espaces propres. Hein, donc dans une base adaptée à cette somme directe, eh bien la matrice de f, ce sera alpha 1, alpha 1, alpha 1, alpha 2, alpha 2, alpha 2, alpha, et ainsi de suite, alpha p, avec que des zéros partout ailleurs, donc la matrice de f sera bien diagonalisable dans une base adaptée à cette somme. Et donc on a déjà vu dans la première vidéo sur la diagonalisation, cette caractérisation-là. Okay, mais ça, d'après l'N des noyaux qu'on vient de voir, c'est équivalent au fait qu'il existe que le polynôme x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha p est un polynôme annulateur de f. Pourquoi? Parce que les polynômes x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha p sont 2 à 2 premiers entre eux. Ok, ils n'ont pas de racine en commun, ils ont évidemment, donc voilà. Bref, et donc, dans un sens, on le savait, d'accord, hein, on savait que pour une diagonale ça marche, mais là maintenant, si un polynôme annule, un polynôme comme ça annule f, d'après l'M noyau, alors on a E égale cette somme directe-là, donc elle est diagonalisable. Ok, c'est vraiment une conséquence immédiate du l'M des noyaux. Ok, donc c'est intéressant, hein, parce que ça peut, voilà, il y a des cas, des fois des matrices, on peut trouver un polynôme annulateur sans forcément pouvoir la diagonaliser, dès qu'on voit qu'elles sont diagonalisables, ça peut être chouette, quoi. D'accord, alors c'est équivalent à dire que le polynôme minimal est scindé à racine simple, d'ailleurs, si on y réfléchit. Hein. Parce que s'il existe un polynôme annulateur scindé à racine simple, vu que le polynôme minimal est indiviseur de lui, il est scindé à racine simple. Et si le polynôme minimal est scindé à racine simple, en particulier, c'est un polynôme annulateur scindé à racine simple. Donc une version quelque part équivalente, hein, qu'on pourrait dire, c'est un homomorphisme diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racine simple. Ok ? Très bien, allez, un petit exercice. Tiens, je vous incite à mettre sur pause, à réfléchir. Je trouve ça dans le gourdon, d'accord, d'algèbre. Hein. Je l'ai trouvé marrant, et puis c'est une bonne petite application de ce qu'on vient de dire là. Donc, je vous laisse réfléchir, mettez sur pause, essayez de résoudre cet exercice. Alors, je vous l'explique s'il n'est pas clair. A, c'est une matrice carrée de taille n, et donc je la recopie 3 fois, et là je mets donc n0, n ligne de 0 et n colonne de 0 ici pour compléter la matrice B, qui est donc une matrice de taille 2n par 2n. Et je vous dis, on suppose que B est diagonalisable, et qu'est-ce que vous pouvez dire de A? Voilà. Est-ce que A est diagonalisable? Est-ce que autre chose? Enfin bref, qu'est-ce que vous pouvez dire de la matrice A? Je spoil, vous pouvez la trouver en fait, la matrice A. Allez. Bon allez, j'espère que vous avez cherché, je donne la solution. Donc, on sait que B puissance K, si on calcule B au carré, pour regarder B au carré, ça fait A au carré, 2A, A au carré. Hein, c'est pas très dur, vous faites les lignes, la première ligne par la première colonne, d'ailleurs ça va faire au début ça fois ça, au début ça va faire la même chose que A au carré. Mais là ici ça va faire A au carré plus A au carré, parce qu'il y a celle-là avec celle-là, puis celle-là avec celle-là. Donc dans les colonnes qui sont ici, là,
ça va faire 2A au carré, et puis là, ça va faire A au carré aussi. Donc je vous laisse prouver ça, hein, une petite récurrence pas très dure. Et donc, si P est un polynôme annulateur de B à racine simple, parce que je vais utiliser évidemment là, ce qu'on vient de voir juste avant, un B est diagonalisable, donc il existe un P, un polynôme annulateur de B à racine simple. Okay, donc P de B, c'est la somme des AI x puissance. Si le polynôme P est somme des AN xn, bah, P de B c'est somme des AN B puissance n, ça fait somme des AN ici A puissance n, ça fait P de A. Et là c'est un petit peu plus subtil, ça fait somme des n AN n puissance n. Alors c'est pas la dérivée ce serait n-1. Du coup je mets A en facteur et j'obtiens A, somme des n A puissance n-1, c'est justement la dérivée P' de A. Ok, donc j'étais un petit peu vite dans les calculs, mais j'espère que ça va. Vous pouvez vérifier. Et ici, P de A aussi, voilà. Et donc, ça, on sait que c'est le vecteur nul, la matrice nulle de taille 2n, d'accord, par définition. Donc, P de A vaut 0. Parce que ça, c'est des zéros partout, là. Donc, en particulier, cette matrice-là, qui est là, qui vaut P de A, elle vaut 0. Donc, A est diagonalisable, puisqu'il existe un polynôme P, scindé à racine simple, qui annule A. Ok. Mais on a aussi que A fois P' de A est égal à 0. Or, rappelez-vous, si, donc première chose, A est diagonalisable, okay, puisque P de A vaut nul. Mais si un polynôme est annulateur de A, alors il est annulateur de toutes les valeurs propres. Autrement dit, les valeurs propres sont toujours des racines de n'importe quel polynôme annulateur. Il peut en avoir plus, mais en tout cas, les valeurs propres, lorsqu'elles existent, sont forcément des racines de ça. Donc si je prends une racine dans une, dans une extension de corps, parce que vous allez me dire, ah, il n'y a peut-être pas de racine de A. Ok, donc je prends la clôture algébrique de K, si je suis dans R, je suis dans C, mais sinon, il existe toujours une racine de P dans un surcorps de K, dans une clôture algébrique de K. Donc si je prends une valeur propre de A, donc ça existe, hein, si je prends donc le polynôme caractéristique, il admet des racines, le polynôme caractéristique de A admet des racines dans un surcorps de K, donc lambda est peut-être pas dans K en fait, hein, mais donc P de lambda est égal à 0, ok, puisque P de A égale 0, mais surtout, lambda P' de lambda est égal à 0. Ok. Et vous me dire, bon d'accord, et alors? Ben oui, mais sauf que P est à racine simple. Donc P et P' n'ont pas de racine en commun, même dans les extensions de corps de machin de truc. Hein, ils sont en premier, ils sont d'accord, ils n'ont pas de racine en commun, P et P'. Donc si P de lambda est égal à 0, P' de lambda n'est pas égal à 0. Et d'accord. Et donc là, même si je suis d'une égalité qui est dans un surcorps de K, ok, ben, ça n'empêche que c'est un surcorps. Hein. Donc si lui est non nul, on peut l'éliminer, et ça veut dire que lambda est égal à 0. Donc s'il y a une valeur propre de A, même dans un surcorps, en fait c'est forcément 0. Donc la matrice est diagonalisable. Bah, ça en fait, même quand on y pense, ça veut dire que ces valeurs propres sont forcément dans le corps K, mais bon. Et ces valeurs propres, bah, en fait il n'y a que 0. Bah, du coup, ce que j'ai expliqué, les racines simples sont, les racines de P, les racines de P sont simples, putain, les fautes de frappe. Donc P lambda égale 0 implique P' de lambda égale 0, donc ça implique que lambda est égal à 0, et donc A diagonalisable avec que 0 comme valeur propre, bah, c'est la matrice nulle. Voilà, voilà. C'est-à-dire A dans une certaine base, c'est la matrice nulle. Bah oui, mais du coup, P fois 0 fois P-1, ça va être toujours 0, donc A est la matrice nulle. Voilà, exercice rigolo. Moi j'ai bien aimé, alors j'en profite pour vous le donner. Ok, alors deuxième application. Théorème de Cayley-Hamilton, qu'on n'a pas encore vu, qui dit que si on prend un K-espace vectoriel de dimension finie, donc, et f dans L2, alors son polynôme caractéristique, hein, je vous rappelle, c'est déterminant de x identité moins f, est un polynôme annulateur de f. Ok, j'ai déjà annoncé précédemment, je vous le dis, voilà, c'est incroyable, mais, enfin c'est incroyable, c'est comme ça. Hein. Le polynôme caractéristique, qu'on peut toujours calculer pour n'importe quelle matrice en dimension finie, est un polynôme annulateur. D'accord? Donc je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça veut dire que déjà donc, il existe des polynômes annulateurs de degré plus petit inférieur ou égal à la dimension de l'espace, ok? Mais voilà. Mais en plus, ça veut dire aussi que le polynôme minimal est un diviseur de tout ça, d'accord? Donc ces racines, c'est forcément des racines du polynôme caractéristique, etc., etc. Donc on va le voir dans la vidéo suivante. Mais maintenant, supposons que le polynôme caractéristique est scindé. C'est-à-dire, alors dire, ah oui, ça on sait, ça veut dire qu'on peut trigonaliser la matrice. Certes, c'est ce qu'on a vu dans la trigonalisation. Hein, donc ça veut dire si le polynôme caractéristique s'écrit produit des x moins alpha i puissance mi, donc les alpha i sont les valeurs propres, ok. La multiplicité de chaque valeur propre, c'est les mi, bon. Et bien du coup, grâce au lemme des noyaux, ces produits x moins alpha i puissance mi sont tous 2 à 2 premiers entre eux. D'accord? Donc, j'ai toujours une décomposition de l'espace, E égale ker de f moins alpha i identité puissance m1,
D'accord? Puissance MP. Alors quand je n'avais pas les M1 et M2 MP, c'est-à-dire c'est diagonalisable. Okay? Là, j'ai toujours une décomposition comme ça. Okay? Donc peut-être que ça, c'est strictement plus grand que quart de f moins alpha 1 identité. Peut-être que je ne peux pas diagonaliser. Peut-être qu'il y a des choses en plus. Mais en tout cas, j'ai une décomposition comme ça. Ces espaces-là, ce n'est plus les espaces propres, ça s'appelle les sous-espaces caractéristiques. Okay? Et pourquoi c'est super utile? Parce qu'en fait, on va voir dans ce qui suit qu'on peut toujours trouver une base adaptée à cette décomposition par rapport à laquelle la matrice de f est une matrice de Jordan. Et vous savez, les matrices de Jordan, c'est celles qui sont hyper pratiques parce qu'après, on peut calculer les puissances de les matrices, on peut calculer l'exponentielle de la matrice, etc. etc. D'accord? Le but je vous rappelle que le but de ces vidéos, c'est d'arriver à la jordanisation. Et bien, la première étape, ce sera de décomposer l'espace en somme d'espaces comme ça. OK? Donc voilà, voilà. Et bien, c'est tout pour cette fois. Je remercie tous ceux qui sont encore là. Je vous félicite. J'espère que ça vous a plu. Je remercie infiniment les tipeurs qui me soutiennent. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite.